Abonne-toi et laisse un like. Voici une histoire vraie qui a changé le monde. Le procès des criminels nazis, la justice après la catastrophe. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin en Europe, en mai 1945, le continent était en ruine. Les villes étaient détruites, des millions de personnes déplacées, et l'ampleur des pertes humaines semblait presque inimaginable. Les soldats alliés, en libérant les territoires occupés et les camps de concentration, ont découvert des crimes d'une ampleur et d'une systématicité tels que le langage juridique et moral existant semblait insuffisant pour les décrire. La question qui se posait aux puissances victorieuses était sans précédent. Comment juger ceux responsables de ces crimes? La réponse allait façonner non seulement le monde d'après-guerre, mais aussi l'avenir de la justice internationale elle-même. De cette crise morale et juridique sont nés les procès des criminels de guerre nazis, les plus célèbres ayant eu lieu dans la ville allemande de Nuremberg. Ces procédures n'étaient pas simplement des actes de punition ou de vengeance. Elles représentaient une tentative radicale d'établir la responsabilité au plus haut niveau du pouvoir, d'affirmer que même les chefs d'État et les dirigeants militaires étaient soumis à la loi, et de documenter la vérité sur des crimes que beaucoup craignaient de voir niés ou oubliés. Le besoin de justice après la guerre. Les Alliés avaient déjà été confrontés au problème des crimes de guerre. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles appelait à poursuivre les dirigeants allemands, y compris le Kaiser Guillaume II. Ces efforts avaient largement échoué. Les procès étaient limités, les peines légères et de nombreux criminels échappaient à toute responsabilité. En 1945, il régnait un consensus parmi les dirigeants alliés. Cette fois, il fallait faire les choses différemment. Les crimes découverts pendant et après la guerre exigeaient une réponse à une échelle jamais tentée auparavant. Des millions de Juifs avaient été assassinés dans un génocide organisé par l'État. Les opposants politiques, les Roms, les personnes handicapées, les prisonniers de guerre et les civils de toute l'Europe occupée avaient été soumis à des travaux forcés, à la torture, à la famine et à l'exécution. Des régions entières avaient été détruites lors d'opérations de représailles. Ces atrocités n'étaient pas isolées, mais le résultat d'une politique délibérée, planifiée et exécutée par la direction nazie. Cependant, il y avait des désaccords sur la manière de rendre justice. Certaines voix, y compris au sein des gouvernements alliés, préconisaient l'exécution sommaire des principaux dirigeants nazis. D'autres insistaient sur le fait que seuls des procès formels pouvaient fournir une légitimité morale et une clarté historique. Finalement, l'idée d'un procès public prévaut, animé par la conviction que des crimes d'une telle ampleur devaient être confrontés ouvertement et jugés selon la loi. Création d'un nouveau cadre juridique. L'un des plus grands défis pour les Alliés était l'absence d'un cadre juridique capable de traiter des crimes de cette ampleur. Le droit international traditionnel se concentrait principalement sur les conflits entre États et non sur le traitement des civils par leur propre gouvernement ou sur le meurtre de masse systématique. En août 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France signèrent l'accord de Londres, qui établit le Tribunal militaire international, TM1. Le tribunal se voyait attribuer la compétence sur 3 catégories principales de crimes. 1. Crimes contre la paix, planification, déclenchement ou conduite d'une guerre d'agression. 2. Crimes de guerre, violation des lois et coutumes de la guerre, y compris le traitement des prisonniers et des civils. 3. Crimes contre l'humanité, meurtre, extermination, esclavage, déportation et autres actes inhumains commis contre des populations civiles. L'inclusion des crimes contre l'humanité était révolutionnaire. Elle reconnaissait pour la première fois dans le droit international que les individus pouvaient être tenus pénalement responsables des atrocités commises contre leurs propres concitoyens. Choix de Nuremberg. La ville de Nuremberg fut choisie pour le tribunal pour des raisons pratiques et symboliques. Le palais de justice avait survécu à la guerre avec des dommages minimes et incluait une prison adaptée pour les accusés. Plus important encore, Nuremberg était un symbole puissant du régime nazi. C'était le lieu des grands rassemblements du parti et de la célèbre législation antisémite des lois de Nuremberg. Organiser le procès dans cette ville transforma le lieu de la propagande en tribunal de responsabilité. Les mêmes salles qui avaient été le théâtre de déclarations de suprématie raciale allaient maintenant entendre des preuves de meurtres de masse et de guerre. Les accusés 24 dirigeants nazis majeurs furent initialement inculpés, représentant la direction politique, militaire, économique et idéologique du Troisième Reich.
Parmi eux figuraient des personnalités devenues synonymes du pouvoir nazi. Hermann Göring, Reichsmarschall et successeur désigné d'Hitler. Rudolf Hess, ancien adjoint d'Hitler. Albert Speer, ministre de l'armement et acteur clé de l'économie de guerre allemande. Certains des personnages les plus notoires, comme Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, s'étaient déjà suicidés, privant le tribunal de la possibilité de les juger. Néanmoins, les accusés restants représentaient le noyau du régime. Début du procès. Le procès commença officiellement le 20 novembre 1945. Dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une procédure ordinaire. 4 procureurs principaux, un pour chaque puissance alliée, présentèrent le dossier contre les accusés. La salle d'audience était équipée de technologies avancées, y compris la traduction simultanée en 4 langues. La stratégie de l'accusation reposait fortement sur les preuves documentaires produites par l'État nazi lui-même, des millions de pages de documents capturés, des films, des photographies et des ordres officiels furent présentés comme preuves. L'objectif était clair, permettre au régime de se condamner lui-même grâce à ses propres archives. Révélation des crimes. Au fil du procès, le monde entendit pour la première fois en détail l'ampleur des crimes nazis. Des films tournés par les troupes alliées lors de la libération des camps de concentration furent projetés, montrant des survivants émaciés, des fosses communes et des crématoires. Les témoignages de témoins décrivaient le travail forcé, les expériences médicales et les exécutions systématiques. Le concept de génocide, bien que non encore défini légalement, était clairement démontré par les preuves. L'accusation montra comment la persécution évolua vers l'extermination organisée, exécutée avec une efficacité bureaucratique. Trains planifiés, camps construits, population entière ciblée. Les accusés répondirent de différentes manières. Certains nièrent toute responsabilité, prétendant ignorer les crimes ou se présenter comme de simples administrateurs obéissant aux ordres. D'autres reconnurent une implication limitée, tentant de minimiser leur rôle. Quelques-uns, notamment Albert Speer, reconnurent une responsabilité morale, ce qui les distinguait de la majorité. Obéir aux ordres. Une question centrale du procès fut de savoir si l'obéissance aux ordres pouvait excuser le comportement criminel. La défense affirma que les accusés avaient agi sous contrainte et loyauté dans un État totalitaire. Les punir serait injuste, soutenait-il. Le tribunal rejeta cet argument affirmant que le choix moral individuel restait possible même dans une dictature. Ce principe, que l'obéissance aux ordres n'est pas une défense absolue, devint l'un des legs durables des procès de Nuremberg. Verdict et peine. Le 1er octobre 1946, après près d'1 an de procès, le tribunal rendit ses verdicts. Parmi les 22 accusés jugés, 12 furent condamnés à mort par pendaison, 3 à la prison à vie, 4 à de longues peines de prison, 3 furent acquittés. Hermann Göring fut condamné à mort mais se suicida la veille de son exécution. Les autres furent exécutés peu après, leurs cendres dispersées pour éviter la création de lieux de culte. Ces verdicts envoyèrent un message clair. Les dirigeants d'un État pouvaient être tenus personnellement responsables des crimes commis en son nom. Au procès ultérieur. Le procès principal de Nuremberg n'était que le début. Entre 1946 et 1949, une série de procès supplémentaires fut menée par les tribunaux militaires américains dans la même ville. Ces procès cibléens, médecins ayant mené des expériences médicales, juges appliquant les lois raciales, industriels exploitant le travail forcé et commandants militaires responsables d'atrocités. Des procès similaires eurent lieu ailleurs, notamment à Tokyo. Ensemble, ces procédures créèrent un vaste registre de responsabilités, bien que de nombreux auteurs échappèrent encore à la justice. Critiques et controverses. Malgré leur importance historique, les procès de Nuremberg furent critiqués. Certains dénoncèrent une « justice des vainqueurs », soulignant que seuls les crimes de l'Axe étaient poursuivis, alors que les bombardements alliés n'étaient pas examinés. D'autres contestèrent l'application rétroactive de certaines lois, notamment pour les crimes contre la paix. Ces débats perdurent parmi les historiens et juristes. Pourtant, même les critiques reconnaissent souvent que, face à l'ampleur inédite des crimes, certaines innovations juridiques étaient indispensables. Sans Nuremberg, il n'y aurait peut-être eu aucune responsabilité significative. Héritage durable. L'impact des procès alla bien au-delà de la punition des dirigeants nazis.
Ils jetèrent les bases du droit pénal international moderne et influencèrent la création ultérieure de tribunaux internationaux et de la Cour pénale internationale. Les concepts articulés pour la première fois à Nuremberg, crime contre l'humanité, responsabilité individuelle, rejet de la souveraineté absolue de l'État, devinrent des piliers de la justice mondiale. Autre aspect crucial, le registre historique créé. Grâce à une documentation minutieuse et à des procès publics, le tribunal préserva des preuves essentielles pour contrer la négation ou la distorsion de l'histoire. Les crimes du régime nazi furent non seulement condamnés, mais prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Signification morale et historique. Les procès des criminels de guerre nazis n'étaient pas parfaits. Ils ne pouvaient restituer les vies perdues ni satisfaire pleinement les exigences de justice après tant de souffrances. Pourtant, ils représentaient un principe moral profond. Certains crimes sont si graves qu'ils offensent toute l'humanité et leurs auteurs ne peuvent se cacher derrière le pouvoir, l'idéologie ou l'obéissance. À l'ombre de la destruction laissée par la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg affirmèrent un principe fragile mais vital. La loi peut s'élever au-dessus de la violence et même après les chapitres les plus sombres de l'histoire, les sociétés peuvent choisir la responsabilité plutôt que la vengeance. L'héritage de ces procès continue de façonner notre compréhension de la justice, de la responsabilité et de la mémoire. Il reste un rappel que, si le mal peut être organisé et systématique, la recherche de la vérité et de la responsabilité peut l'être tout autant.